Bonjour auditeurs et auditrices, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en pratique. Aujourd'hui, nous allons de nouveau passer en revue les articles et les pages internet qui retracent un petit peu l'actualité de l'architecture à Taïwan. J'essaie de diversifier un petit peu les sources cette fois-ci pour parler d'architecture taïwanaise, pour aller chercher soit des points de vue différents, soit pour montrer aussi qu'il y a des tas de sites internet qui s'intéressent de manière large, en long et en travers à l'architecture taïwanaise et que ça ne se limite pas seulement soit aux sources taïwanaises, soit aux revues spécialisées. On va parler d'expositions, d'hôpitaux et de ponts qui sont construits à Taïwan. On commence tout de suite cette revue de presse. On va commencer avec un article relativement original qu'on doit à un magazine en ligne qui s'appelle Design Anthologie, l'anthologie du design, voilà, si vous avez compris un petit peu. Donc là, on n'est pas à 100% dans l'architecture, on est vraiment plus dans le design, mais c'est intéressant. L'idée, c'est de présenter un projet qui s'est fait à Hsinchu, quand une transformation d'un lieu de construction, et qui explique que penser les espaces constructifs et les espaces de production peuvent créer des choses magnifiques d'un point de vue design. On est donc précisément dans une verrière de Hsinchu en activité depuis près d'un demi-siècle et qui est rebaptisée la Spring Pool. C'est de Pileawu Design et Seed Space Lab qui ont exploré une réflexion pour animer une usine lorsqu'elle cesse de se contenter de produire. Donc je vous invite largement à aller voir l'article puisque les photos sont vraiment superbes. On sent un vrai travail de photographe là-dedans. Alors ça se trouve dans une rue banale de Hsinchu à Taïwan, une ville au nord-ouest du pays, et donc il y a une verrerie en activité, c'est comme ça que nous présente l'article, et donc voilà, c'est devenu la Spring Pool Original Factory avec un mélange comme ça de cabinets de design, donc c'est un espace qui nécessite d'être observé pour le comprendre. Faut le situer peut-être dans le paysage industriel taïwanais. On a une première entreprise de recyclage et de retraitement du verre dans le pays qui tire donc ses origines des fragments de verre qui ont été jetés, on va dire. Et donc pour faire simple, cette entreprise, je vous passe un petit peu l'histoire de la compagnie, a voulu transformer les déchets en matériaux architecturaux empreints de valeurs culturelles, revaloriser les déchets. Donc le défi, c'était pas seulement de repenser un espace, mais aussi de penser à une dimension historique en permettant de se projeter dans l'avenir quand on est une PME taïwanaise comme cette entreprise précisément. Et donc là, ça s'articule le bâtiment en lui-même autour d'une proposition fondamentale. Une usine peut évoluer au-delà de sa simple production et commencer à développer une espèce de forme de conscience. C'est un petit peu philosophique, mais finalement le lieu reflète un petit peu l'idée générale. Ce qui se trouve qu'au final, l'usine est organisée en différentes zones avec la lumière utilisée comme un élément narratif, une température de couleur qui évolue d'une clarté froide à une chaleur intense, avec parfois l'évocation d'un four avant de revenir en arrière à un état neutre qui reflète les étapes de la fabrication du verre. Ça commence donc ce parcours de la Spring Pool Glass Studio, une entrée aux allures de boutique qui adoucit la lumière et un espace industriel par la suite. Et donc on a une lumière vive qui va venir définir l'atmosphère au début, et avec un sol en époxy au ton vert qui évoque subtilement la surface réfléchissante de l'eau. Plus loin, les espaces sont dédiés à des échantillons et moules, et donc ils vont adopter une tonalité beaucoup plus sombre. Et quand on prend une échelle fine, eh bien, il y a des éléments du processus de production qui sont réinterprétés en systèmes un petit peu spatiaux avec les espaces de soufflage, l'outil fondamental de la verrerie. On a du métal qui est traité thermiquement, qui va révéler des dégradés de couleurs. On a un véritable jeu sur les matériaux, les textures, les reflets, exactement comme peut le faire un verre de manière un petit peu naturelle. Donc je vous invite largement à aller voir les photos. On passe sur quelque chose aussi de réflexion sur l'histoire et le patrimoine taïwanais sur le site MilwaukeeIndependent.com, publié par l'équipe de Formosa. Donc là, c'est un article qui s'intitule « Les différentes strates du tissu urbain de Taipei, notamment les vestiges architecturaux de l'époque japonaise ». Donc l'article fait partie d'une série qui propose de comprendre un petit peu l'histoire des tensions qui façonnent la diaspora chinoise et la diaspora taïwanaise, et qui étudie en plusieurs parties le contexte large qui est défini à Taïwan. Et donc là, ils ont décidé de s'arrêter sur ce magazine sur le paysage urbain de Taipei, qui est défini comme un environnement stratifié, et donc quel que soit l'endroit où on va parcourir l'urbain à Taïwan, on va dire, eh bien on trouve des traces de chaque période qui façonne la ville,
construction coloniale japonaise, les édifices nationalistes d'après-guerre, une densité verticale liée au développement économique rapide et puis une géométrie qui est planifiée, des nouveaux quartiers construits autour des transports en commun et des zones commerciales. On est nombreux à faire cette réflexion-là quand on s'intéresse de toute façon à l'histoire de l'architecture taïwanaise. Ça saute aux yeux. Il y a des strates qui se dévoilent quand on sait quoi regarder, quand on sait quoi voir, et qu'il faut vraiment essayer d'y passer du temps pour s'attarder, pour essayer de comprendre les villes taïwanaises comme elles sont. Et donc l'article passe un petit peu en revue justement toute l'influence de la période coloniale japonaise sur la façon dont la ville s'est déplacée et dont ses îlots se sont structurés, et pour présenter à chaque fois, à chaque intersection, à chaque passage piéton dans ces zones, eh bien, la présence ou non de bâtiments datant de l'époque coloniale sur les terrains environnants. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là aussi, je vous invite à aller voir des photos, puisque il y a quelques édifices comme le palais présidentiel qui sont bien évidemment présentés et qui rappellent toute l'importance de cette histoire, de ce patrimoine et de cette, on pourrait dire presque, histogéographie de l'architecture japonaise-taïwanaise qu'on retrouve dans toutes les villes et principalement dans la capitale Taipei, celle qu'on voit le plus souvent mis en avant dans les différents événements internationaux, puisque le palais présidentiel est effectivement une architecture japonaise. Petit élément rapide ensuite, je vous invite à regarder une petite vidéo. Il y a un site, une page internet des influenceurs, on va dire, de l'architecture qui s'appelle Archimarathon, donc si je le prononce à la française, présenté par deux animateurs, et ils s'intéressent à peu près à des architectures un peu partout dans le monde, et ils sont passés par Taïwan. Et donc là, je vous invite à aller voir une vidéo où ils présentent un bâtiment dont on a déjà parlé dans l'émission, à savoir les toits de Taipei, les Taipei Roofs, par l'architecte japonais Akihisa Hirata en 2007. C'est un bâtiment de 12 niveaux, un bâtiment résidentiel avec des terrasses. Il est très reconnaissable à son jeu de terrasse avec des panneaux qui sortent au-dessus des fenêtres, avec des pylônes qui descendent, et ça donne un effet un petit peu ananas, si je dois exagérer. La forme, en tout cas, c'est un bâtiment assez emblématique de la construction résidentielle et du renouvellement des constructions résidentielles à Taïwan. Et donc, c'est pas pour rien, à mon avis, que cette page assez populaire dans les influenceurs de l'architecture, eh bien, se soit arrêtée sur l'un de ces bâtiments comme celui-ci, qui est résolument iconique, même si il est peut-être un petit peu moins connu que d'autres grands édifices culturels taïwanais. En parlant de grands édifices qui va venir constituer la skyline taïwanaise dans l'imaginaire international, il y a pas mal d'articles qui sont sortis récemment, que ce soit de Focus Taiwan, donc les sources taïwanaises, mais aussi un petit peu tout ce qui touche à l'architecture de près ou de loin, puisque Taïwan a envie d'inaugurer son pont Danjiang, exploit architectural et technique mondial, ce grand pont sur la rivière Tam Krang qui vient relier les deux berges. Et Taïwan, effectivement, donc là je prends un magazine un petit peu au hasard qui s'appelle Tour Hebdo, que je ne connaissais pas, un magazine plutôt de voyage et de tourisme, qui, voilà, l'événement est tellement incontournable qu'on vient parler de la construction d'un pont. C'est quelque chose quand même qui, dans le tourisme, n'a peut-être pas grand intérêt, très sincèrement, mais voilà, ce pont, aussi important soit-il, eh bien, est cité dans un tas d'articles pour alimenter les contenus. Et donc l'article nous dit très, très sincèrement que Taïwan s'apprête à inaugurer l'un de ses projets d'infrastructure le plus ambitieux, le pont de Danjiang, dont la mise en service est donc planifiée en mai 2026 après quelques retards, et que ça se situe à l'embouchure du fleuve Danshui, dans la municipalité du Nouveau Taipei, et que c'est un ouvrage qui relie les arrondissements de Danshui et de Bali sur près de 920 mètres de séparation, et qu'à son ouverture, donc, il deviendra le plus long pont à haubans asymétrique à mât unique au monde, excusez du peu. Donc voilà, c'est une prouesse technique et architecturale. Et au-delà de la performance technique, cette réalisation s'impose déjà comme un nouveau repère pour les voyageurs désireux d'explorer la côte nord de Taïwan autrement. Effectivement, ça va éviter des sacrés détours quand il sera, voilà, une fois qu'on pourra très très bien s'en servir. Ce pont, une inauguration entre culture et célébration, c'est comme ça que c'est présenté. Depuis fin avril, habitants et visiteurs le découvrent à travers une série d'événements ouverts au public, des promenades, des parades, des concerts en plein air, des animations et encore des performances artistiques. Et donc des cérémonies officielles ont eu lieu en mai pour rendre hommage aux équipes mobilisées sur le chantier.
dans une mise en scène qui mêle de la musique, de la danse et des créations lumineuses. On vous en a parlé sur Radio Taïwan International, et que de cette œuvre architecturale d'exception signée par l'agence Zaha Hadid, qui compte parmi les derniers grands projets imaginés par l'architecte irako-britannique du XXIe siècle, et donc la première femme récompensée par le prix Pritzker, une très très grande star de l'architecture mondiale. Et donc ce pont être une nouvelle destination qui risque d'attirer les passionnés de photographie et les fans d'architecture à travers le monde. Je termine sur une chose que je viens de découvrir aussi, des puzzles en ligne. Je trouve ça très très amusant. C'est des puzzles qu'on doit réaliser sur son ordinateur avec sa souris. Alors ce sont des petits puzzles, ça va très très vite. Mais ce qui m'amuse, c'est qu'il y a la salle de concert nationale de Taïwan qui est en puzzle à réaliser en ligne. J'imagine que c'est très très simple à coder, mais voilà, si vous voulez vous amuser, je vous mets le lien. Moi, mon temps est de moins de 3 minutes, donc je vous mets au défi de faire mieux que moi pour réaliser ce puzzle avec votre souris. Nous arrivons au terme de cette émission. C'était Clément Tricot, vous écoutiez La Ville en pratique. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres émissions. Portez-vous bien.